J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Un cap clair. La gauche caviar découvre la tête de veau. On va pas refaire la NUPES. Une ministre, ça agit, ça ouvre sa gueule. Nous sommes Je vous obsède Quelle indignité. avec une constance. On peut assassiner qui appelle quand des même hommes, des l'admiration. femmes, on ne tue jamais leurs idées. C'est de la poudre de perlimpinpin. Bonjour, bienvenue dans l'édito politique. Le RN toujours en position de force dans les sondages, Édouard Philippe qui accélère et la gauche hors Mélenchon qui cherche encore une candidature ou une primaire commune. Voilà à gros traits où on en est de la campagne présidentielle 2027. À ce jour, on compte déjà plus de 30 candidats déclarés ou putatifs selon une recension de la chaîne LCP. Alors Jean-Marie Colombani, de quoi nous parlent ces candidats ? Comment est-ce qu'ils se positionnent ? Ils se positionnent sur des sujets qui ne devraient pas trop les préoccuper, c'est-à-dire les problèmes tactiques. C'est un petit peu là, comme le disait Michel Rocard, c'est la course de chevaux qui les préoccupe, alors que on se dit quand même ce qui se passe autour de nous est quand même dramatique, est quand même essentiel. À la fois, on sort de la visite de Donald Trump à Pékin avec les enjeux qui ont été évoqués dans ce déplacement. On a toujours la menace d'une reprise de la guerre entre l'Iran d'une part, les États-Unis et Israël d'autre part. Il y a toujours le déluge de feux qui s'abattent sur l'Ukraine pratiquement toutes les nuits, et donc la guerre continue. Et l'Europe elle-même joue un petit peu sa survie dans ce contexte avec les enjeux non seulement géostratégiques, mais aussi économiques, puisque l'ensemble de la planète est menacé quand même d'une crise mondiale, et donc comment l'Europe peut-elle se tirer d'affaire dans tout ce contexte ? Eh bien non, tout cela n'est assez peu évoqué, et on préfère parler du positionnement d'un tel, de la façon dont un autre tel va éliminer l'autre, et ainsi de suite. Donc c'est assez triste parce que c'est une occasion ratée de toute façon. Alors on se dit peut-être que ça viendra avec au fur et à mesure que l'on se rapprochera de l'échéance, mais pour autant ça n'est guère satisfaisant parce que c'est vraiment, je veux dire, le sentiment d'une bataille politique et d'une classe politique qui n'est pas vraiment à la hauteur, à la mesure des enjeux qui sont les nôtres aujourd'hui. Ça manque de stature présidentielle ? En tout cas, ça manque de conscience et de réflexion. On se dit, c'est quand même la bonne période pour mettre à jour sa doctrine, pour réfléchir aux réponses que l'on peut apporter aux défis qui sont les nôtres, qui sont considérables. Non, on préfère s'occuper de savoir qui va contrôler quoi, qui va être désigné plutôt que tel autre. C'est assez triste comme paysage, en effet. Course de chevaux, vous disiez, citant Michel Rocard, et c'est vrai qu'on a l'impression que le premier tour ne sera qu'une épreuve un peu brouillonne et que les regards sont déjà aujourd'hui beaucoup plus tournés vers le second tour avec une présence qu'on dit inévitable du Rassemblement national. Oui, pour le moment, on a même presque une certitude, bien que l'élection ne soit que dans un an, mais déjà dans un an. Cette certitude, c'est la présence du Rassemblement national au second tour, compte tenu de l'écart qu'il y a en termes de sondage d'intention de vote entre le Rassemblement national d'une part, que ce soit Jordan Bardella ou Marine Le Pen, et les autres, qui seront loin derrière avec eux. Et donc toute l'attention se focalise sur la perspective d'un second tour où Marine Le Pen ou Jordan Bardella seraient opposés à Jean-Luc Mélenchon, qui paraît être aujourd'hui celui qui est le mieux positionné pour être dans cette bataille-là. Pourquoi ? Parce qu'il est candidat. Il est le candidat d'un seul parti. Il a un seul programme et ses troupes sont en ordre de marche. Et lui-même est assez bon en campagne. C'est un très bon tribun. Et c'est quelqu'un qui est capable d'arrondir son profil, de modérer ses propos, d'apparaître comme le vieil instituteur type Troisième République, et plus du tout comme l'homme des vociférations et l'homme surtout d'un possible glissement vers une forme ou une autre de guerre civile. Donc c'est cela qui domine pour le moment. Alors ça renvoie évidemment à la question centrale, qui est de savoir comment ceux qui aspirent ou qui normalement devraient être considérés comme des forces de gouvernement, avec des candidats crédibles dans cette perspective, comment vont-ils faire pour éviter ce face-à-face au second tour entre Marine Le Pen, Jordan Bardella d'un côté et Jean-Luc Mélenchon de l'autre. Et donc là, on ne peut que constater qu'ils sont tous en ordre dispersé. Alors, le principal sujet, d'ailleurs, c'est pour la gauche dite de gouvernement, parce que est-ce que celle-ci va laisser Jean-Luc Mélenchon regagner une sorte de monopole de la représentation de la gauche ?
ce qu'il avait réussi la fois précédente, ou non. Et donc on a, face à cette perspective, il y a donc Glucksmann, d'une part, qui avait fait une bonne performance aux élections européennes, mais qui a du mal à s'installer comme candidat potentiel, en tout cas comme homme politique accompli. Il y a aussi Bernard Cazeneuve, qui est l'ancien Premier ministre, ancien ministre de l'Intérieur, qui se dit déterminé, mais qui a, j'allais dire, presque un filet de voix. Il peine un peu à exister. Et donc, il peine tout à fait à exister. Et puis, il y a éventuellement François Hollande qui a pour principal atout le fait qu'il est armé pour faire face à Vladimir Poutine, Donald Trump et Xi Jinping, mais qui a pour principal handicap d'avoir été président et d'avoir laissé plutôt un mauvais souvenir à ses compatriotes, qui fait que ce souvenir du quinquennat de François Hollande est évidemment la chose qui pèse le plus. Mais parmi ces trois-là, comment vont-ils finalement s'entendre ? Vont-ils s'accorder sur une candidature ou non ? Et donc, c'est de ce point de vue-là le grand désordre et le grand danger du coup, parce que ça laisse le champ libre à Jean-Luc Mélenchon. À droite, il y a un petit peu la même problématique, c'est-à-dire vous avez Édouard Philippe, l'ancien Premier ministre, vous avez aussi Gabriel Attal, qui lui est parti à 100 à l'heure dans cette campagne et qui essaye de marquer la distance et de prendre l'avantage. Et puis vous avez aussi Bruno Retailleau, qui est nouvellement élu président du Parti des Républicains et qui ne désespère pas de s'imposer, même si pour le moment c'est celui qui paraît le plus loin du but, à l'inverse évidemment d'Édouard Philippe, qui semble a priori avoir une stature qui convienne au temps que nous traversons. Mais seront-ils en état de se mettre d'accord, comme l'a suggéré d'ailleurs Gabriel Attal, en disant mais au mois de janvier on verra qui est en tête et on se désistera pour celui qui est le mieux placé. On verra. En tout cas, ce serait une manœuvre absolument indispensable si vraiment ils veulent exister face au duopole Mélenchon, Bardella ou Marine Le Pen. Par ailleurs, je ne pense pas que Marine Le Pen soit éliminée de la course. On n'a pas encore le jugement, mais il y a une voie juridique possible pour elle qui lui conduirait, disons, à sa condamnation, mais sans condition d'éligibilité ou d'inéligibilité, qui lui permettrait au fond d'être candidate et de mener campagne. Donc la messe n'est pas dite de ce point de vue-là. Voilà où nous en sommes. Et donc, pour le moment, on ne voit pas que naisse un processus ou une démarche ou des attitudes qui permettent, soit à gauche, dans la gauche dite de gouvernement, soit à droite, dans la droite dite de gouvernement, de dégager une candidature qui soit suffisamment crédible pour que les Français se détournent de ce qui serait un sort funeste, parce que ça bouleverserait beaucoup de choses, pas nécessairement dans le bon sens, et qui serait un duopole confirmé entre l'extrême droite et l'extrême gauche. Merci beaucoup Jean-Marie Colombani pour cet édito. On se retrouve vendredi avec Alain Frachon dans Le Monde devant soi. L'édito politique est un podcast de Slate.fr. Prise de son, montage et réalisation, Aurélie Rodriguez.